La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, c'est le président du directoire d'Aropa Port. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. L'entreprise qui regroupe les ports du Havre, de Rouen et de Paris. Bonjour Benoît Rochet. Bonjour Stéphane Pedrazzi. Bienvenue sur Radio Classique. Face au dumping de la Chine et au protectionnisme américain, l'Union européenne multiplie les accords commerciaux avec l'Inde, avec les pays du Mercosur et prochainement avec d'autres pays puisque des accords sont encore en négociation. Est-ce que vous, à votre niveau, vous anticipez une augmentation du fret maritime et fluvial dans les prochaines années ? Alors nous venons de dévoiler les chiffres de l'année 2025 et en effet le trafic est en hausse. Alors un port c'est un objet qui est polymorphe avec de nombreux trafics différents, les céréales, les conteneurs, les produits énergétiques. Mais nous attendons dans les années qui viennent et pas simplement en raison des différents accords qui pourraient être signés entre la Commission européenne et d'autres blocs. Nous anticipons une hausse importante du nombre de conteneurs sur l'axe Seine, notamment en raison des très forts investissements privés qui sont en cours. Au Brésil, le plus grand port maritime du pays s'attend à une explosion de son volume de fret dans les prochaines années, multiplié par 2 en 10 ans, en raison du nouvel accord de libre-échange avec l'Union européenne. Est-ce que vous avez les capacités d'absorber l'augmentation du volume de fret si la demande devait fortement augmenter ? Alors juste sur le Mercosur, aujourd'hui ça représente entre 1 et 2% du trafic de conteneurs. Donc même si ce trafic est amené à progresser fortement sur la masse globale des conteneurs transitant par nos terminaux, voilà, l'impact sera assez modeste. Mais néanmoins, le trafic va augmenter pour plusieurs raisons. Donc en raison des investissements qui sont en cours, je l'ai indiqué, mais également parce qu'il est important pour nous d'augmenter la part de marché des ports français sur cet aspect de la logistique. Aujourd'hui, il y a encore trop de conteneurs qui sont à destination du marché français ou qui ont pour origine le marché français et qui ne passent pas par des ports français. Le port du Havre, qui fait partie de votre groupe, est le 2e port maritime français après Marseille. Dans quelle mesure est-ce que le Havre peut constituer une alternative aux 3 plus grands ports européens que sont Anvers, Rotterdam et Hambourg ? Alors, je me permets de préciser, on ne parle pas du port du Havre, mais de Aropa Port. Voilà. Et Aropa Port est le premier port français, et d'assez loin d'ailleurs. Là, j'isolais le port du Havre seulement, parce que c'est un port maritime. Qui est une partie d'Aropa Port, voilà. Qui est un port fluvio-maritime. Les investissements qui sont en cours ont justement pour but de concurrencer ces ports qui sont très performants, situés au nord de l'Europe. Alors nous, les ports concurrents ne sont pas en Méditerranée, mais au nord de l'Europe. Et un des éléments qui est de plus en plus important et qui est regardé par les clients, c'est la capacité à pouvoir acheminer les marchandises par d'autres modes que la route. Et notamment des modes massifiés que sont la voie d'eau. Et la chance que l'on a chez Aropa Port, c'est que notre colonne vertébrale, c'est la Seine. Et la Seine, c'est une voie navigable à grand gabarit et qui a de grandes réserves de capacité. Et acheminer également les marchandises par le train. Et en 2025, nous avons battu le record du nombre de conteneurs transportés par le train, puisque nous avons fait quasiment plus 20% par rapport à l'année dernière. La France compte 8500 km de voies navigables. C'est l'un des plus grands réseaux en Europe. Pour autant, est-ce qu'on exploite réellement tout le potentiel de ce réseau ? Alors je viens de l'indiquer, probablement pas. Et un des grands objectifs du projet stratégique 2026-2030 sur lequel nous travaillons, c'est bien entendu d'augmenter ce report modal pour, d'une part, diminuer la facture carbone de cette activité, la logistique, qui est aujourd'hui fortement émettrice de CO2, et d'autre part pour des raisons opérationnelles. On a parlé tout à l'heure de l'augmentation du trafic de conteneurs. Eh bien, pour avoir des terminaux qui fonctionnent bien, qui soient alimentés régulièrement et qui puissent évacuer rapidement les conteneurs qui arrivent depuis la mer, on a besoin de modes massifiés, donc de la voie d'eau. Un mot très à la mode, la souveraineté. On en parle beaucoup, souveraineté industrielle, souveraineté numérique. C'est important pour nos entreprises et pour notre économie d'avoir une chaîne logistique robuste et donc souveraine. Oui. Et comment on s'y prend ? Tout à fait. Alors, on a pu le voir lors de Covid, lors de la crise, quand la chaîne logistique n'a pas fonctionné comme d'habitude, il y a eu assez rapidement des situations complexes à gérer, puisque notre société a besoin d'avoir des marchandises qui transitent le plus rapidement possible. C'est en quelque sorte le système sanguin de l'économie. Donc comment est-ce qu'on a des ports qui sont souverains ? Eh bien, il faut des ports robustes, des ports qui soient financièrement solides, des ports qui investissent et qui attirent des partenaires internationaux.
Et adossé à des zones industrielles, on va en parler. Parmi vos clients, il y a de grandes enseignes de distribution, notamment Ikea et Franprix. Pourquoi est-ce que ces entreprises choisissent le transport fluvial pour amener, dans le cas de Franprix, une grande partie de ces livraisons à Paris par voie fluviale ? C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Nous avons des entreprises qui viennent s'installer sur nos ports et qui veulent utiliser la voie d'eau pour desservir ensuite des zones urbaines denses, donc en l'occurrence le centre de Paris, avec plusieurs objectifs. Un objectif lié à la RSE. Ces entreprises veulent diminuer leur facture carbone, mais également pour des raisons opérationnelles. Il est de plus en plus compliqué de rentrer avec des camions, avec un nombre important de camions dans ces grandes agglomérations. Et donc, l'alternative que représente la voie d'eau est très intéressante pour ces grands groupes. Est-ce que c'est moins cher ? C'est compétitif, en tout cas. C'est compétitif. Oui. Vous avez été ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, donc vous avez un rapport particulier à l'environnement, que l'on retrouve dans votre volonté de décarboner l'activité industrielle, puisque, je le disais, un port, ça n'est pas uniquement un accès à l'eau, c'est aussi très souvent un cluster industriel. Oui. La décarbonation, c'est vraiment le défi de notre génération. Voilà. Et nous sommes sur des secteurs, donc le secteur portuaire, la zone industrielle portuaire, qui fait partie de l'ensemble portuaire, qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Alors nous n'avons pas de hauts fourneaux sur la vallée de la Seine, mais nous avons des raffineries. On a les 2 plus grosses raffineries de France, qui sont des sites qui émettent beaucoup de dioxyde de carbone. Et donc on a un besoin absolu d'aider ces industries à se décarboner, soit en leur permettant de réaliser des investissements pour continuer à produire, mais différemment, soit en permettant à des industries qui, elles, proposent des solutions technologiques innovantes de pouvoir s'implanter et de pouvoir venir aider ces industries existantes. Les chiffres que vous venez de publier prouvent le contraire, mais est-ce que vous avez senti une réticence ou en tout cas un désintérêt des entreprises pour la question environnementale depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Non, parce que les entreprises travaillent sur le long terme et elles ont bien conscience que celles qui ne seront pas en mesure de travailler en émettant moins de CO2 vont avoir une durée de vie qui sera forcément beaucoup plus limitée que celles qui auront su prendre ce virage. Donc il n'y a pas d'infléchissement de la politique RSE des entreprises, même si la Commission européenne a aussi un petit peu taillé dans son pacte vert. Non. On est sur une transition, enfin plus qu'une transition, sur une révolution. Donc ça va prendre du temps. Bien sûr, ça va prendre du temps, ça va nécessiter également des investissements importants, mais la révolution est en marche. Elle prend peut-être un petit peu plus de temps que prévu, mais le mouvement est extrêmement puissant et on n'arrêtera pas. David ? On ne vous arrêtera pas non plus. Enfin, si, il faudrait, parce que l'heure tourne. Je pensais que vous aviez une question. J'ai absolument pas de question, Merci mais il faut en finir, tout simplement. On vous retrouve demain à 6h, Stéphane. Je vous ai passé le relais à 7h, c'est chez vous, vous faites ce que vous voulez. Merci beaucoup, Benoît Rochet, d'être venu ce matin, président d'Arropaport, l'entreprise qui regroupe les ports du Havre, de Rouen et de Paris. Merci à tous les deux. À demain pour la matinale de l'économie. Mon cher Stéphane, dans un instant, Karine Dijoux, et si on parlait français, juste après Marcelo Vesfred, dans les coulisses de la campagne parisienne, où Madame Dati durcit le ton contre ses compétiteurs Radio Classique.